Nous sommes en outre ceux qui ne le sont pas. Des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans Dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme moral ou matériel, individuel ou collectif, et les amants passionnés de la culture de soi-même. Voici l'œuvre et la vie d'un jeune homme en révolte, passionné, véhément, qui marqua profondément les premiers pas du mouvement syndical avant de mourir en 1901, à l'âge de 33 ans. Il faut en revenir aux sources. Hein. C'est-à-dire que dans les bourses de travail, ce qu'avait commencé à faire Pelloutier, il aurait fallu le continuer. Pelloutier, il est intéressant parce que c'est un anarchiste syndicaliste qui ne rentre pas dans les cadres établis. Il a apporté tout un courant d'inspiration, je dirais, libertaire, et qui va imprégner toute la CGT française, et pendant des années et des années. Voici la seule photo qu'on connaisse de Fernand Pelloutier adulte. C'est la seule, en tout cas, photographie de son vivant qu'on ait retrouvée jusqu'à présent. En septembre 1870, les troupes allemandes avaient encerclé Paris. Baptême du feu pour le jeune Fernand né dans la capitale 3 ans plus tôt. Son père, Saint-Ange Pelloutier, originaire de Nantes, était employé des postes et télégraphes. Durant tout l'hiver, installé sur l'Arc de Triomphe, il assura la liaison télégraphique entre Paris et la province. Et puis, ce fut l'élan de la Commune, le bref espoir d'un monde meilleur, plus libre, plus juste. C'est la répression qui a, autrement dit, la répression d'État pour la Commune, car la répression est impitoyable. 20 000 morts, 20, 25 000, on ne sait pas exactement combien. Fernand Pelloutier, il ne peut pas avoir évidemment été directement influencé par la Commune, il était trop petit, c'était un bébé. Seulement, on peut penser que sa famille, à ce moment-là, elle était à Paris, et que dans sa famille, comme dans toutes les familles à ce moment-là, je pense, en France, on évoquait les souvenirs de la Commune et les luttes de la Commune. Enfin, je l'imagine très aisément. C'était un événement si proche et si important que les esprits de l'époque ont dû être profondément marqués, surtout quand on était parisien. Les Pelloutier ont été épargnés et Saint-Ange a pu reprendre son travail à l'administration des postes et télégraphes. En quelques mois, Paris s'est métamorphosé. Oubliez la guerre, oubliez la Commune, les affaires reprennent, la Troisième République triomphe, et les riches s'enrichissent sous la République comme ils l'avaient fait sous l'Empire. Saint-Ange Pelloutier doit lui se contenter de son modeste traitement, tout juste suffisant pour faire vivre sa famille. En 1879, Saint-Ange obtient son affectation pour Nantes, puis pour Saint-Nazaire, où il est nommé commis des postes. Il s'y installe bientôt avec son épouse et leurs enfants, Fernand, son frère cadet Maurice et leur sœur Jeanne. Fernand a maintenant 12 ans. Son père, un anticlérical convaincu, a laissé l'éducation des enfants sous la conduite de son épouse, une fervente catholique. Elle envoie Fernand et son frère Maurice au séminaire de Guérande. Maurice, lorsqu'il écrira bien plus tard la biographie de son frère Fernand, se souviendra du petit séminaire de Guérande. Fernand est de complexion délicate. Et le régime sévère du séminaire n'est pas sans l'éprouver beaucoup. La nourriture y laisse fortement à désirer. Les exercices scolaires et religieux y sont rudes. La discipline rigoureuse. Fernand se montre un élève admirablement doué, mais inégal, capricieux. C'est qu'il est l'ennemi né de toute règle, de toute contrainte. Fernand tentera par 2 fois de s'évader du séminaire. Un beau jour, on saisit dans son pupitre le manuscrit d'un roman anticlérical.
Ce méfait est jugé par le supérieur passible de l'exclusion, et les parents pelloutiers sont invités à reprendre leur fils, élève trop insoumis et déjà imbu d'idées subversives. À la rentrée suivante, Maurice et Fernand Pelloutier sont admis au collège laïque de Saint-Nazaire. Mais Fernand conservera du séminaire de Guérande une terrible trace. Selon son frère, c'est en effet dans cet établissement qu'il contracta les premiers germes de la tuberculose. Saint-Nazaire, 1883. Le collégien Fernand Pelloutier a tout juste 16 ans. Il devient cependant le chroniqueur politique, puis le rédacteur en chef d'un nouveau journal publié à Saint-Nazaire, La démocratie de l'Ouest. Cette collaboration éveille chez le tout jeune homme une passion qui ne va plus jamais le quitter, celle du journalisme. C'est un gamin, c'est assez extraordinaire. Ça prouve d'ailleurs à quel point déjà il apparaissait à ceux qui l'entouraient comme doué, parce que, enfin, je vois mal confiant la direction d'un journal à quelqu'un d'aussi jeune de nos jours, par exemple. On dirait que ça n'était pas des grands journaux, mais enfin, néanmoins, il fallait assumer. Bon, il sera pas reçu à son bachot. Bon. Alors, il n'a aucune formation professionnelle, et par contre, il va se lancer à corps perdu dans la vie politique de Saint-Nazaire, qui est d'ailleurs en liaison avec Nantes. C'est tout à fait intéressant. Les deux pôles de la Loire-Atlantique, c'est Nantes, d'une part, ça fait déjà des années, et Saint-Nazaire, qui est un grand port à l'époque, mais un port industriel aussi en même temps. C'est un champ d'expérience de départ qui est extrêmement riche pour quelqu'un comme Pelloutier qui cherche sa voie dans le fond. La démocratie de l'Ouest s'annonce résolument anticléricale et républicaine. Républicain, Fernand Pelloutier l'est tout naturellement, à la suite de son père Saint-Ange et de son grand-père Léonce. Mais ils sont déjà loin, les combats héroïques. La Troisième République s'affirme comme une république de l'ordre, dure aux ouvriers, attentive aux plus riches. Les républicains se sont d'ailleurs divisés en deux camps. À droite, les opportunistes. À gauche, et même disait-on alors à l'extrême gauche, les radicaux, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles à l'application radicale du vieux programme républicain. C'est aux côtés de ces derniers que se range la démocratie de l'Ouest. En 1884 apparaît dans les colonnes du journal une nouvelle signature, Léon Rien. Derrière ce pseudonyme se cache un très jeune avocat, Aristide Briand. Le père d'Aristide tient le Grand Café, place Carnot, rendez-vous de tous les jeunes gens de Saint-Nazaire. Fernand Pelloutier a maintenant 18 ans et Aristide Briand 22. Les deux jeunes hommes deviennent vite inséparables. L'agilité intellectuelle d'Aristide, son éloquence, sa séduction naturelle subjuguent Pelloutier. En retour, Briand se laisse fasciner par l'exigence morale, la passion politique et même par la pureté, la dureté de Fernand. Fernand entraîne Aristide à radicaliser ses idées, et les voici tous deux déterminés à troubler, à marquer ensemble la vie politique nazérienne. Les élections législatives de 1889 vont leur en fournir l'occasion. Aristide se porte candidat sous l'étiquette républicain radical socialiste. Fernand sera son conseiller. Toute la famille des Pelloutier se mobilise d'ailleurs, le père Saint-Ange et le frère Maurice aux côtés de Fernand. Au niveau national, la campagne est marquée par les exploits du général Boulanger, un démagogue fantasque et réactionnaire qui menace la République. À Saint-Nazaire, c'est entre républicains que l'on se porte des coups, et même des coups un peu bas. Le candidat des républicains modérés, Fidèle Simon, se rallie ou achète, on ne sait pas trop, le gérant de la démocratie de l'Ouest. Et le journal change aussitôt de camp. Aristide et Fernand sont ulcérés par ces manœuvres de bourgeois politiciens. Ils doivent quitter leur cher journal et lancent en catastrophe l'Ouest républicain qui défendra la candidature de Briand. Au premier tour du scrutin, Briand l'emporte à Saint-Nazaire et dans 2 communes limitrophes.
mais ses concurrents Fidèle Simon et M. Maillard, le candidat conservateur maire du Croisic, se partagent la presque totalité des voix des communes rurales. Briand est donc devancé. Au second tour, il se désiste pour son adversaire républicain, l'opportuniste Fidèle Simon, un peu trop facilement, un peu trop vite, selon son ami Fernand Pelloutier, qui sort de l'épreuve profondément déçu. Le peuple commence à se lasser de la politique. Le moindre grain de mil ferait mieux son affaire. Fernand Pelloutier s'éloigne progressivement de ses premiers engagements. Il reproche à la politique des politiciens de masquer ce qui est devenu à ses yeux l'essentiel, la question sociale. C'est là qu'il va prendre contact avec véritablement la classe ouvrière qui se développe à Saint-Nazaire et à Trignac, puisque Trignac, c'est là qu'est la grande industrie métallurgique à l'époque, c'est la banlieue finalement de Saint-Nazaire. Or, donc, avec des ouvriers métallurgistes, et il prend contact avec tous les, je dirais aussi, tous les ouvriers qui travaillent sur le port. Fin 89, dans un article publié dans l'Ouest républicain, il témoigne du sort des ouvriers du port sans emploi. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ils doivent battre la semelle sur les quais dans l'attente d'une embauche. Fernand Pelloutier réclame pour eux l'ouverture d'un hall chauffé. C'est la première revendication d'une bourse du travail à Saint-Nazaire. C'est un journaliste né, il a des aspirations, il aime écrire, il a déjà essayé de faire un roman à l'époque, autrement dit, il aime écrire. Alors, c'est un passionné sur le plan politique et un passionné qui aime écrire. Alors, on comprend très très bien qu'il s'épanouit finalement dans ce milieu qui lui donne la possibilité de s'exprimer. Pelloutier ne cessera de glisser dans les journaux auxquels il collabore des poèmes de révolte, de courtes nouvelles et des romans à épisodes fortement marqués par l'influence d'Émile Zola. Cependant, épuisé par les vaines polémiques qui marquèrent l'année 1889, Fernand Pelloutier tombe malade. Un mal singulier qui est apparu sur son visage lui donne l'alarme. Le décide d'aller consulter un médecin. Celui-ci diagnostique un lupus facial. Fernand Pelloutier est devenu méconnaissable. La moitié de son visage est gagnée par une plaie d'origine tuberculeuse. Sa vie est en danger. Le médecin lui prescrit un repos total qui durera 18 mois. Emportant pour tout bagage plusieurs malles d'ouvrages d'économie et de philosophie, Pelloutier a quitté Saint-Nazaire pour ce qui est alors un trou perdu, la Forge-Neuve près de Châteaubriand. Il y connaît quelques mois enchantés, dans une vieille demeure appartenant à la famille républicaine des Ridel. Maria Ridel, l'une des filles, tendre, joyeuse, est d'une douceur saisissante. Début 1892, Fernand Pelloutier revient de Forge-Neuve accompagné de Maria, devenue sa compagne. C'est à ce moment-là que son ami Charles Brunelière, conseiller municipal socialiste de Nantes, fait venir à Saint-Nazaire Jules Guesde, le leader du Parti ouvrier français de tendance marxiste. Son discours laisse Pelloutier sceptique. Cependant, il s'inscrit à la section socialiste de Saint-Nazaire, l'Émancipation, dont il devient vite le secrétaire. Ainsi rompt-il définitivement avec le camp républicain. À la mi-février, c'est un orateur d'un autre genre qui se rend à Saint-Nazaire. Rémy Larcher, ouvrier serrurier, est l'un des animateurs de la Bourse du Travail de Paris, ouverte il y a tout juste 5 ans. Devant une assemblée de 500 personnes, Fernand Pelloutier est bien sûr du nombre, Rémy Larcher propose une expérience novatrice, celle des bourses du travail. Il n'en existe alors qu'une dizaine en France. La première bourse du travail est créée à Paris en 1887, est inaugurée en grande pompe par les pouvoirs publics, puisque c'est l'idée de la Troisième République naissante, ce seront des instruments de pacification sociale. On est toujours
vis-à-vis de la grève sous le poids de la loi de 1864, c'est-à-dire du Second Empire, qui considère la coalition comme séditieuse. Donc la grève est interdite. Et pendant les grèves, ils allaient se réunir en forêt, en pleine nature, pour échapper à la police. Ils sont à la recherche donc d'endroits pour se réunir, d'endroits où ils seront à l'abri. D'autre part, ils sont aussi à la recherche d'autre chose, c'est qu'on est en pleine crise, les ouvriers qui sont au chômage sont à la recherche de travail. Et les chômeurs, par exemple, la défense des chômeurs, dans la région parisienne et à Paris en particulier, a été reprise et illustrée par des manifestations de chômeurs animées par les anarchistes, et en particulier Louis Michel. Alors, la demande à la municipalité, ça va se traduire par la demande, ce qu'on va appeler les bourses du travail, tout simplement. Et c'est par besoin électoral, finalement, c'est pas, je pense pas du tout que ce soit par philanthropisme, peut-être qu'il y a des cas exceptionnels, que les municipalités républicaines et particulièrement les municipalités radicales vont s'appuyer pour avoir les suffrages des ouvriers, vont consentir à mettre en place, avec plus ou moins de bonne grâce, des bourses du travail. Le mouvement ouvrier va retourner complètement l'idée même qu'on se faisait des bourses du travail, c'est-à-dire d'un instrument de pacification sociale et de régulation des rapports patron-ouvrier, va le transformer en instrument d'émancipation ouvrière et de revendication, voire de révolution sociale. Et Pelloutier ne sera pas le dernier à accélérer cette évolution. Le 24 avril 1892, Briand et Pelloutier assistent à l'inauguration de la Bourse du travail de Saint-Nazaire, qui devient vite le foyer de toutes les résistances. Un tiers des ouvriers de la commune y seront bientôt représentés. Le premier contact que j'ai eu avec la Bourse du travail, c'est quand j'ai été chercher ma carte. J'avais obtenu mon CAP, et puis en 1935, à la fin de mon apprentissage, j'ai adhéré à la CGT. Et à l'époque, Pelloutier, c'était Saint-Nazaire. Les militants et les syndicalistes, etc., connaissaient Pelloutier. Pelloutier était dans le cœur de chacun. La première fois, je crois qu'on m'a parlé de Pelloutier, c'était en ce qui concerne l'action, c'était la grève générale, c'était... Écoute, moi aussi, j'étais un gars, excuse-moi, mais qui croyait à la société idéale. Conversation passionnée à la terrasse du Grand Café. Fernand Pelloutier est en effet revenu de la Forge-Neuve avec une grande vision, celle de la grève générale. Il réussit sans peine à convaincre Briand, et tous deux élaborent un mémoire au titre éloquent « De la révolution par la grève générale », que Pelloutier se charge aussitôt de rédiger sur les grandes pages d'un cahier d'écolier. Alors, les grèves partielles, tout le monde s'est dit, bon, ben, elles se terminent en général mal. Il y en a déjà qui se sont terminées très très mal à l'époque. L'armée, elle intervient constamment. Alors, c'est pour ça que le mouvement ouvrier est à la recherche d'un moyen qui lui mettrait entre les mains véritablement une arme puissante. Et cette arme puissante qu'il pense avoir trouvée, c'est la grève générale. Mais Pelloutier n'en est pas l'inventeur, seulement comme il a été un de ses meilleurs défenseurs, on a tendance après coup à lui en attribuer la paternité. L'action directe. C'est ça qui m'a enthousiasmé dans Pelloutier. C'était l'action directe, la grève générale, etc. C'est-à-dire que je voulais que ça change. Et je trouvais que les moyens qu'il nous proposait étaient des moyens qui nous pouvaient permettre d'avancer. Croyez-le bien, avant qu'il ne soit longtemps, les caisses du travail seront assez pleines pour qu'éclate une grève générale qui mettra bas le vieux monde. Pelloutier est à nouveau le rédacteur en chef de La démocratie de l'Ouest. Par un article publié le 15 juin, il lance la campagne pour la grève générale. Elle va connaître un succès foudroyant. L'idée, relayée auprès de tous les syndicats affiliés à la Bourse de Saint-Nazaire, est accueillie avec un vif intérêt. C'est alors qu'éclate au chantier de la Loire la grève dite des portes ouvertes. Les forgerons protestent car les contremaîtres ont fait arracher les portes des ateliers pour mieux les surveiller, les condamnant à travailler au milieu des courants d'air. Ils exigent également
l'augmentation de leur salaire. La direction ne veut pas céder. Pelloutier et Briand se jettent dans la bataille, soutiennent les grévistes, interviennent dans les assemblées ouvrières. Le 30 juillet, tous les syndicats de la Bourse de Saint-Nazaire menacent de se mettre en grève. La direction finit par reculer. L'idée de la grève générale n'est plus seulement une idée, elle est devenue une arme. Début septembre, Pelloutier est envoyé au congrès régional ouvrier de Tours, mandaté par les bourses du travail de Nantes et de Saint-Nazaire. Il obtient l'unanimité du congrès en faveur d'une motion pour la grève générale. Les journaux parisiens se saisissent de l'événement. La grève générale devient une question nationale. Elle va polariser toutes les énergies, toutes les discussions, toutes les oppositions, quoi. Et c'est sur ce problème de la grève générale que les ruptures vont s'opérer, les ruptures profondes vont s'opérer au sein du mouvement ouvrier et du mouvement ouvrier, syndical, et au sein aussi des partis socialistes. En octobre, c'est au tour de Briand. Il se rend à Marseille et fait adopter une motion similaire par le congrès de la Fédération nationale des syndicats. Pourtant, cette fédération est contrôlée par le Parti ouvrier français dont le chef, Jules Guesde, est opposé à la grève générale, qu'il juge contraire à sa propre stratégie, celle de la conquête de l'État par le parti. Dans les colonnes de la démocratie de l'Ouest, Jules Guesde s'oppose donc vigoureusement à Pelloutier, qui lui répond sèchement et rompt avec le parti. Qu'importe, le voici libre, et dans toute la France, l'idée de la grève générale gagne avec une étonnante facilité les milieux ouvriers, provoquant l'inquiétude des autorités. Tous les gens bien pensants de Saint-Nazaire étaient fortement irrités contre Fernand, à cause du caractère socialiste qu'il avait imprimé à la démocratie de l'Ouest. Le sous-préfet en particulier souffrait impatiemment les attaques dont était l'objet son administration. La motion pour la grève générale fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Comme le sous-préfet ne peut rien faire contre le fils, il s'en prend au père, Saint-Ange, commis principal des postes et télégraphes. Il le convoque en son bureau, le menace de révocation et le 14 octobre 1892 lui signifie sa mutation disciplinaire pour mot. En janvier 1893, Fernand Pelloutier doit suivre sa famille et faire ses adieux aux lecteurs de la démocratie de l'Ouest. Il a 24 ans et sa première vie s'achève. Le voici dans la capitale, siège de ses espoirs de journaliste et de ses rêves d'homme de lettres. Pelloutier a préparé cette montée à Paris dans l'optique de poursuivre sa carrière journalistique. Son premier souhait, c'est de vivre de sa plume. Début 1893, les Pelloutier s'installent dans un Paris bien différent de celui qu'ils avaient quitté 15 années plus tôt. La Tour Eiffel, emblème des inventions nouvelles, domine maintenant la capitale. Mais les rues sont toujours envahies par des dizaines de milliers de voitures à cheval. L'électricité illumine déjà les plus riches foyers, mais la plupart des gens s'éclairent toujours avec des chandelles et des lampes à pétrole. Maria Ridel a rejoint Fernand. Ils se sont installés dans un modeste logement au cœur de Belleville, au 32 rue Le Vert. Dès son arrivée, Pelloutier se met en quête d'un emploi de journaliste. Son ami, Charles Brunelière, a multiplié les lettres de recommandation. C'est ainsi que Pelloutier contacte le journaliste et sociologue Augustin Hamon. Très vite, les deux hommes sympathisent. Hamon, d'un esprit vif, caustique, est très attentif à la condition ouvrière. Signe particulier, il se définit comme anarchiste. Le nouvel ami de Fernand Pelloutier va lui faire découvrir une bohème artistique et littéraire haute en couleurs, insolente et joyeuse. On croise l'écrivain Octave Mirbeau, les peintres Vallotton ou Camille Pissarro et bien d'autres. La plupart sont sympathisants, tout comme Hamon, de la cause anarchiste. Des anarchistes, justement, Fernand Pelloutier ne connaît alors pas grand-chose. Il s'en était même pris vertement à eux dans les colonnes de la démocratie de l'Ouest, les assimilant tous un peu vite aux adeptes de la dynamite. C'est donc par le détour inattendu de la littérature et des arts
qu'il entre en relation avec eux. Ça correspond tout à fait à la double personnalité finalement qu'a Pelloutier. Il aime s'exprimer. Au siège de l'Art social, il sympathise avec Bernard Lazare, écrivain juif et anarchiste, qui sera bientôt l'initiateur de l'affaire Dreyfus. Hamon l'oriente aussi vers des milieux plus ouvriers. Il organise sa rencontre avec Émile Pouget, l'une des figures du mouvement anarchiste, organisateur avec Louise Michel des Marches de la faim. Émile Pouget publie Le Père Pénard, un brûlot entièrement rédigé en argot et qui annonce sans détour qui sont ses adversaires. Lorsque Pelloutier s'installe à Paris en 1893, le mouvement anarchiste est traversé par ce qu'on a appelé la propagande par le fait, hein, toute la série d'attentats, Vaillant, Ravachol, etc. Alors, quelle a été sa position? Parce qu'on pourrait s'interroger sur son adhésion durant cette période aux idées anarchistes. Quelle a été sa position vis-à-vis des attentats? Pelloutier était contre les attentats terroristes. Il considérait pas, il n'attachait pas d'utilité sociale à la propagande par le fait. En même temps, il y a aussi, comme beaucoup d'observateurs du temps d'ailleurs, une sorte de compréhension vis-à-vis de l'acte individuel, désespéré, de l'homme seul face à la société. C'est plutôt sur des bases intellectuelles que Pelloutier rejoint l'anarchisme et aidé par Hamon. D'ailleurs, on a retrouvé dans les papiers Hamon à Amsterdam une note autobiographique de Pelloutier. Je cite « Depuis longtemps mêlé au mouvement corporatif, une phrase de Bakounine lui ouvrit un nouvel horizon. Le célèbre agitateur définit le communisme anarchique, l'association libre des producteurs libres. » Fernand Pelloutier a maintenant rejoint les anarchistes. Au capitalisme, ceux-ci veulent comme lui substituer la libre association des travailleurs. À l'État centralisateur, ils opposent la fédération. Comment se représenter aujourd'hui cette utopie libertaire, si éloignée de ce que par la suite on s'est également pris à nommer communisme? Paul Signac peint durant l'année 1894 une œuvre monumentale haute de près de 3 mètres, afin, dit-il, de figurer la société future. Il appelle d'abord son tableau « Le temps de l'anarchie ». Mais la vague des attentats puis les arrestations qui s'ensuivent le poussent à chercher un nouveau titre. Ce sera « Le temps de l'harmonie ». C'est vraiment à partir de 1893 que ces choix anarchistes vont s'affirmer. Et en même temps, il se met en contact évidemment avec la Fédération des bourses. Les bourses se sont fédérées en 1892, il y a une fédération des bourses. Autrement dit, en 1893, on a 2 fédérations face à face, la fédération guédiste, qui est celle des syndicats, et la fédération des bourses du travail, qui est plutôt anti-guédiste d'esprit. Pelloutier a bien sûr pris contact avec la Bourse du Travail, place de la République. Construite avec le soutien de la municipalité, la première des bourses est également la plus monumentale, avec ses centaines de bureaux et couverte d'une vaste verrière, sa grande salle de réunion dédiée aux corporations ouvrières. En 1893, il y a également une évolution du mouvement syndical parisien. La donne a changé à la tête de la Bourse du Travail de Paris. Donc on retrouve une coalition qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'ensemble du mouvement syndical, chez les partisans de la grève générale, de l'autonomie, du syndicalisme, et en tout cas du combat contre l'hégémonie guédiste. C'est une coalition hétéroclite qui regroupe des allemanistes, de Jean Allemagne, ancien communard, des blanquistes, et des premiers anarchistes syndicalistes. En juillet 1893, c'est la bataille de la Bourse du Travail. Tout commence par de violentes manifestations. Le ministre de l'Intérieur ordonne la fermeture de la Bourse du Travail. Les syndicalistes se retranchent dans l'immeuble. Ils le gardent jour et nuit du 3 au 5 juillet. Le 6, leur vigilance se relâche.
C'est alors que les soldats logés à quelques dizaines de mètres dans la caserne du Prince-Eugène traversent la place et pénètrent en courant dans la bourse, dont ils expulsent brutalement les derniers défenseurs. Ces événements, dont Vallotton fera un spectacle satirique en ombre chinoise pour le cabaret du Chat Noir, seront relatés par Pelloutier, journaliste, dans l'Avenir social. Mais la nouvelle vie de Fernand Pelloutier s'annonce dure, aux frontières de la misère. La plupart des revues auxquelles il collabore sont confidentielles et ne le payent pas, ou très peu. Il survit de maigres piges, et pour gagner quelques sous de plus, Maria s'est faite ouvrière bandagiste. Et puis, le mal a repris Fernand. À la plaie qui s'élargit à nouveau sur son visage, s'ajoute bientôt une toux caverneuse. C'est à cette époque que Fernand Pelloutier commence à rédiger pour la revue belge La Société Nouvelle une série d'articles sur la condition ouvrière. Ces articles seront rassemblés plus tard dans un livre intitulé « La vie ouvrière en France ». Il se comporte comme un sociologue. L'ensemble de ces articles qu'il rédige avec son frère, eh bien, qui vont paraître finalement réunis sous forme de l'ouvrage dont nous parlons, non seulement c'est très intéressant par la connaissance qu'il a des conditions de travail de la classe ouvrière parisienne, mais française, il élargit à certaines, il compare cette situation avec les ouvriers sur le plan européen. Et en cela, il a un véritable contact avec la réalité qu'il analyse. La moyenne de 10 heures de travail par jour est dépassée par un grand nombre d'ouvriers. En 1891, les cochers et les conducteurs de la Compagnie des Omnibus de Paris travaillaient de 14 à 18 heures par jour. Les garçons bouchers font eux de 15 à 18 heures, avec un seul jour de repos par an. L'exploitation des ouvriers s'exerce alors avec une incroyable et invisible violence. Accidents du travail dans les usines, saturnisme des fillettes employées comme poudreuses dans les ateliers de porcelaine de Limoges, mineurs tués par centaines. Nous pourrions citer une maison où 48 ouvrières brossent des chapeaux de soie avec des selles de plomb. En 3 ans, leur compte est réglé. Le patron éviterait 48 assassinats en remplaçant le sel de plomb par le sel de zinc. Mais il perdrait 8,5% de ses bénéfices. Il n'hésite pas. Ce qu'il a écrit sur les femmes, pour l'époque, c'est absolument extraordinaire. Il décrit aussi leur mode de vie, elles n'ont rien pour manger. Il va jusqu'à décrire les repas pris par les femmes dans certains quartiers de Paris. Et il prend contact avec le mouvement féministe à son époque et il en fait l'éloge. Il dit la femme est devenue une esclave et eh bien, les hommes n'en prennent pas véritablement conscience, mais, et c'est ça qui est très intéressant et très réaliste, après avoir dénoncé les conditions et l'exploitation des femmes salariées, il s'adresse à elles et il leur dit « Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de vous organiser et pour défendre de meilleures conditions ?» Eh bien, alors là, il fait leur procès, car c'est vrai qu'il y a très peu de syndicats féminins à l'époque, même pas de syndicats, très peu de syndicats mixtes, et il dit aux femmes « Il faut vous syndiquer, il faut organiser votre défense. » Oui, autrement dit, son chapitre sur les femmes, qui est rarement cité, même par les féministes, il est vraiment, pour l'époque, tout à fait intéressant. L'âge d'admission des enfants au travail industriel est fixé à 13 ans. Cette règle souffre cependant de nombreuses exceptions. En France, l'État permet l'emploi des enfants en dessous de cette limite, à 12 heures par jour pour les enfants de 12 à 16 ans et à 6 heures pour les enfants de moins de 12 ans. Et combien de gens dont on ne connaît la détresse que par leur suicide? Drame dernièrement, écrit-on, boulevard Ornano, rue des Non-Indières, avenue de Saint-Ouen. La série continue. Une mère et son fils meurent volontairement rue Notre-Dame de Lorette. Un mot laissé sur une table disait la désespérance finale. Le fils avait perdu l'emploi qui les faisait vivre. Il devait 6 termes. On leur a donné congé. En juin 1894, Pelloutier se rend à Lyon pour assister au 3e congrès annuel de la Fédération des bourses du travail.
Le jeune homme est maintenant très actif au sein de la fédération. Admis au comité fédéral qui se réunit chaque mois, il y représente les bourses de Nantes et de Saint-Nazaire avec lesquelles il ne cessera de correspondre. À Lyon, les délégués des bourses le nomment secrétaire adjoint de la fédération. La même année, il gagne Nantes, où se tient un grand congrès national ouvrier. Il y retrouve son ami Aristide Briand. Une nouvelle fois, ils mènent campagne ensemble en faveur de la grève générale. Le congrès de Nantes réunit les deux fédérations concurrentes, la Fédération des bourses du travail, la Fédération nationale des syndicats, dominée par les guédistes. Et la confrontation se fait sur la question de la grève générale. Les guédistes, au congrès de Nantes, subissent une défaite flagrante. Ils s'en vont. À partir de ce moment-là, le mouvement syndical débarrassé des guédistes est capable d'assumer son autonomie par rapport aux partis politiques. Pourtant, Pelloutier rejoint Paris avec un sentiment un peu mêlé. Il lui semble que son ami de Saint-Nazaire n'emploie plus les arguments de naguère. Briand fait maintenant de la grève générale un moyen d'action modéré, légal, voire légaliste, tandis que Pelloutier voit en elle l'acte premier d'une révolution à venir. C'est qu'Aristide Briand accorde à nouveau la priorité à l'action électorale, au moment même où Pelloutier s'en est complètement détaché. Mais il faudra qu'éclate l'affaire Briand l'année suivante pour que la rupture soit vraiment consommée. C'est Augustin Hamon qui fait éclater le scandale. S'appuyant sur le témoignage d'un policier, il accuse Briand d'avoir accepté une coquette somme d'argent lors des législatives de 1889 à Saint-Nazaire comme prix de son désistement en faveur de Fidèle Simon. Aristide Briand et Fernand Pelloutier ne se verront plus guère. Pelloutier se consacre maintenant totalement à la cause des ouvriers et quelques mois plus tard, nous sommes en juillet 1895, le congrès annuel des bourses du travail, qui se tient à Nîmes, le désigne comme secrétaire général de la Fédération des bourses. Fernand Pelloutier a maintenant 27 ans. Il ne lui reste plus que 6 années à vivre. Sa grande œuvre va commencer. Les ouvriers, après s'être cru longtemps condamnés au rôle d'outils, veulent devenir des intelligences pour être en même temps les inventeurs et les créateurs de leurs œuvres. Renforcer l'autonomie et la capacité du mouvement syndical, c'est ce à quoi Pelloutier se consacre maintenant avec une énergie presque folle. Sous son impulsion, les bourses du travail vont devenir le principal foyer de la résistance ouvrière. La bourse ne déclenche pas de grève. Ça n'est pas son rôle. Mais elle va aider, elle va soutenir le mouvement gréviste quand une grève éclate dans la localité. Les syndicats qui sont là et qui sont en grève se réunissent avec la direction de la bourse, mettent au point les revendications. La bourse, le gars de la bourse, il les aide à les rédiger, etc., à les mettre en forme, hein, parce que tout le monde n'a pas toujours un niveau de culture suffisant. D'autre part, ils organisent alors avec les grévistes des quêtes, des fêtes, enfin tout un soutien matériel, quoi, en même temps que moral. C'est ça la solidarité à l'Island. C'est à la bourse de travail que j'ai appris, oui, ce qu'était la solidarité, la camaraderie, l'amitié. L'amitié, la lutte, on parlait aussi, j'ai entendu des revendications de tout ça. Je crois que c'est là où j'ai fait mon apprentissage, si on peut dire, de syndicaliste. Les bourses du travail sont d'abord des foyers de résistance, carrefour des syndicats et des corporations les plus diverses. Mais les bourses offrent dans le même temps d'autres activités qui font leur extraordinaire originalité. Tout d'abord, il y a le service dit du placement. C'est lui qui donne leur nom aux bourses du travail et qui justifie le soutien accordé par certaines municipalités.
La bourse, c'est là où on échange des informations, la bourse tout court. Hein. Ben là, le mot bourse est tout à fait intéressant. C'est vraiment la première fonction de la bourse. C'est la raison profonde de la création, de la demande de création de la bourse. C'est l'aide au chômage. Contre le chômage, un autre service est proposé par les bourses du travail sous un titre un peu mystérieux, le viaticum. C'est-à-dire une aide aux chômeurs qui est obligé de se déplacer. On les appelait à ce moment-là les cheminots. Seulement, il faut faire très attention à l'orthographe, car ce que les cheminots, c'est les cheminots EAU, terme qui n'est plus du tout utilisé de nos jours, où le mot cheminot désigne simplement, ou désignait, parce que ça tend à disparaître aussi, les employés du chemin de fer. Le cheminot, c'est celui qui chemine le long du chemin, qui va à pied avec son baluchon sur le dos, de ville en ville, pour essayer de trouver du travail. Alors donc, pour ces cheminots, on va créer le viaticum, c'est-à-dire une petite indemnité qu'on leur redonne car ils vont de bourse en bourse, et quand ils arrivent à la bourse, à condition qu'ils soient syndiqués, il faut faire très attention. Il faut que le chômeur soit syndiqué, et que quand il arrive à la bourse du travail, il subisse le contrôle, qu'il montre sa carte syndicale à jour pour toucher le viaticum. Et alors non seulement le viaticum, mais sur place, on l'aide ensuite à le loger, à le nourrir. On voit très très bien comment le désir d'aider le chômeur à trouver du travail développe les services. Il va en découler alors toute une série de conséquences pratiques de cette conception-là. À ce moment-là, en France, l'enseignement professionnel n'existe pratiquement pas, il est presque inexistant. Alors c'est comme ça que les cours professionnels, dans certaines bourses qui avaient assez d'argent pour l'organiser, vont naître. Alors les cours professionnels qui sont donnés par les ouvriers syndiqués eux-mêmes. Anticipant sur ce que sera bien plus tard l'Agence nationale pour l'emploi, Pelloutier met également sur pied, pour rendre efficace le viaticum et le placement, un office de statistique afin d'aider les ouvriers à contrôler le marché du travail. Il va mettre au point, Pelloutier en tant que tel, comme secrétaire à la Fédération des bourses, un projet qui était absolument d'avant-garde à son époque, avec carte perforée, c'est ultra moderne. Ah non, mais c'est prodigieux le projet de... Seulement voilà, il fallait que ce soit chaque bourse qui établisse les statistiques, qui perfore les cartes. Ça représentait une somme de travail intellectuelle et surtout financière énorme. Et bon, ben, ça n'aboutira pas, mais on voit combien c'était à l'avant-garde. Et c'est un service qui va être repris et assuré après par l'État. Instruire pour révolter. Fernand Pelloutier dira que les bourses du travail ont pour mission de faire des travailleurs des hommes fiers et libres. Pratiquement, toutes les bourses du travail ont également ouvert une bibliothèque. Nous voici dans celle de Paris. La salle de lecture est très visitée par les chômeurs de 9h du matin à 19h30 et par les ouvriers le soir entre 20 et 22 heures. On ne trouve pas beaucoup Marx, très peu, mais on trouve énormément Proudhon, et puis alors des romans populaires, Victor Hugo en particulier, oh là là, Eugène Sue, enfin bref, des romans populaires, comme on dirait de nos jours, qui peuvent être aisément accessibles au peuple, mais progressistes d'esprit. Comment donc et où les bourses du travail recrutent-elles les hommes, possesseurs à la fois des connaissances nécessaires pour l'établissement des secours mutuels, de l'expérience pédagogique réclamée par le contrôle des cours, et des facultés organisatrices indispensables à la propagande. Elles les recrutent dans leur sein parmi les ouvriers manuels. Ce sont des ouvriers d'élite, avides de savoir, qui administrent les bourses du travail, composent les bibliothèques, fondent les associations et organisent la résistance. La politique des bourses était définie en congrès et chaque bourse amenait ses propres projets et il essayait, lui, de faire la synthèse. Et après, c'était renvoyé aux bourses qui travaillaient dans un esprit d'unification. Autrement dit, c'était ça sa manière anarchiste de diriger la bourse. Il faisait la synthèse, en quelque sorte, des initiatives de chacun, des idées de partout, et après, il renvoyait et chacun devait retravailler. Et alors, ça, c'est véritablement son rôle de coordinateur en même temps et inspirer des projets sur lesquels travaillaient les bourses. Il n'arrêtait pas, quoi. Il avait des idées.
Durant des années, en échange d'un maigre demi-salaire, travaillant tant à son domicile que dans la Bourse de Paris, Fernand Pelloutier se dépense sans compter. Il offre ses jours et ses nuits à la construction du mouvement syndical, assurant les expéditions et entretenant une immense correspondance avec la province. Il se projette, lui, sur un projet d'avenir. Le projet d'avenir, c'est son projet révolutionnaire, qu'il ne quitte pas, qu'il ne quitte jamais. Entre l'union corporative qui se forme et la société communiste et libertaire, il y a concordance. Nous voulons habituer le prolétariat à se passer de gouvernants. Nous devons donc conseiller, instruire, mais non diriger. C'est avant tout pour les ouvriers de faire leurs affaires eux-mêmes. Donc, se donner les institutions propres à leur émancipation, c'est une ébauche de ce qui va devenir le syndicalisme révolutionnaire. Et l'apport de Pelloutier, c'est que, pour lui, et ça c'est 1896, alors, la grève générale, elle n'est pas simplement pacifique, etc. C'est la grève générale qui doit aboutir à la transformation de l'État, à la suppression de l'État et à la mise en place d'une société nouvelle. Alors c'est une nouvelle conception de la grève générale, cette fois-ci révolutionnaire. On ne s'empare pas de l'appareil d'État, il n'y a pas de dictature du prolétariat. C'est la conception anarchiste, véritablement, de Pelloutier de la grève générale révolutionnaire. Faite strictement sur le plan économique, par les syndicats, avec la mise en place, la suppression de l'État tel qu'il existe, la mise en place d'une organisation, en quelque sorte, dont les syndicats sont seuls responsables, et sans les partis politiques. Autrement dit, il définit très très bien le rôle des bourses, puisqu'elles doivent jouer là un rôle absolument majeur. Et ça explique qu'il ait si mal accueilli la formation de la CGT. 1895, date à laquelle Fernand Pelloutier a pris la tête de la Fédération des bourses, est aussi celle de la création de la Confédération générale du travail au congrès de Limoges. Cette CGT est encore faible, peu active. La Fédération des bourses y a désigné des délégués, mais Pelloutier résiste à une intégration pure et simple, d'autant que le secrétaire de la CGT, le cheminot Lagels, concentre à son avis toutes les tares. C'est un bureaucrate, incompétent et modéré à l'extrême. À vrai dire, les deux hommes, Pelloutier et Lagels, le secrétaire de la Fédération des bourses du travail et le secrétaire de la nouvelle CGT, incarnent deux conceptions diamétralement opposées du syndicalisme et ils se vouent une haine cinglante. Je dis que les animosités personnelles n'aient pas arrangé les choses, elles les ont aggravées. Mais à mon avis, elles n'expliquent pas les choses en profondeur. Les bourses, elles débordent en quelque sorte l'action immédiate pour se projeter sur le futur dans un mouvement révolutionnaire que la Confédération, telle qu'elle s'est définie, n'avait pas. La CGT n'a pas de projet révolutionnaire. Elle n'en a pas. Il y a toute une dimension politique, un problème d'ambiguïté dans lequel la Fédération des bourses, pour Pelloutier, risquait de disparaître en tant que telle. Donc là, il y a un problème d'existence propre à sa construction et à ce qu'il considère comme être la grande force du mouvement syndical. Finalement, le projet adopté en 1902 correspond à peu près à celui qu'avait formulé Pelloutier à la fin des années 90. La CGT se constitue sous des formes que aurait finalement accepté Pelloutier. Malgré son activité frénétique à la tête de la Fédération des bourses, Fernand Pelloutier n'a pas abandonné son travail et c'est en 1897 que commence son plus beau combat de journaliste. Il a tout juste 29 ans quand il fonde L'Ouvrier des Deux Mondes, une revue d'économie sociale. La revue est aussi un bel hommage à l'intelligence des militants ouvriers, à leur capacité. Et L'Ouvrier des Deux Mondes devient l'organe officiel de la Fédération des bourses du travail. Ce mensuel salue bientôt l'ouvrage publié par Bernard Lazare sous le titre « Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus ».
Fernand Pelloutier s'engage dans la bataille et il doit se confronter durant plusieurs mois au scepticisme de bien des militants ouvriers et quelquefois aussi à leurs préjugés. Pelloutier multiplie les articles, tient en 1898 une conférence contre l'antisémitisme et intervient personnellement pour que la CGT s'engage aux côtés des Dreyfusards. Avec Émile Pouget, avec Sébastien Faure, avec la frange syndicaliste d'ailleurs du mouvement anarchiste, Pelloutier avait une position qui était claire et nette pendant l'affaire Dreyfus, ce qui n'était pas une position évidente pour l'ensemble du mouvement anarchiste, et pas simplement anarchiste, socialiste en général, puisque les guédistes eux-mêmes ont dit on ne prend pas parti, le mouvement ouvrier n'a rien à faire là-dedans. Cependant, la publication de sa revue est de plus en plus menacée. Malgré ses appels, les ventes restent faibles, quelques milliers d'exemplaires. Fernand Pelloutier prend alors une décision un peu folle, comme en témoigne son fidèle soutien, son frère, Maurice Pelloutier. Non seulement Fernand dédaignait les obstacles, mais il se plaisait à les susciter pour avoir plus de mérite à les culbuter. Avant de s'avouer vaincu, Fernand prit l'héroïque résolution de composer lui-même à la main l'ouvrier des deux mondes, c'est-à-dire d'en cumuler la confection matérielle et la confection intellectuelle. Ce fut pour lui un travail quotidien d'au moins 15 heures. À 2 heures du matin, il n'était pas rare que sa lampe brûlât encore. C'est à ce moment que la tuberculose, qui l'avait épargné pendant quelques années, recommence ses attaques. Le lupus facial était depuis longtemps reparu et tous les traitements étaient devenus inefficaces. Il revint du congrès de Rennes où il s'était particulièrement dépensé pour l'établissement du viaticum fédératif, aphone, exténué, crachant le sang, commençant à souffrir d'une laryngite tuberculeuse. Sous la pressante recommandation de son médecin, il se décide enfin à partir pour la campagne. Au mois de janvier 1899, il va occuper aux Bruyères de Sèvres un pavillon à 2 pas des bois de Meudon et de Chaville. En juillet 1899, Pelloutier annonce avec amertume la mort de l'ouvrier des deux mondes. Malgré des mois d'efforts, d'abnégation, l'un des grands projets de sa vie vient de s'écrouler. La déception, la douleur même, est immense. Au même moment, une seconde hémoptysie beaucoup plus grave que la première le terrasse de nouveau. On croit bien cette fois qu'il ne s'en relèvera pas. Mais les soins dévoués de sa famille, de sa vaillante compagne Maria en particulier, et surtout sa vaillance morale, vraiment étonnante, triomphe une fois de plus. Personne n'en parle jamais, mais enfin, il est plus ou moins défiguré, quoi. J'imagine bien qu'étant donné le genre de maladie qu'il a, ça a dû profondément marquer son comportement et ses rapports avec les gens. Mais enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas possible autrement. Je ne crois pas. Alors, ça doit le fragiliser, sa maladie, quand il est dans la vie publique. Parce qu'il doit toujours craindre ou un rejet, ou un... En septembre 1900, se tient à Paris le 7e congrès de la Fédération des bourses du travail. L'obscur travail d'organisateur et d'animateur de Pelloutier a porté ses fruits. En 1895, lorsqu'il avait été placé à la tête de la fédération, celle-ci ne regroupait que 31 bourses. En 1900, elles sont plus d'une centaine. Aussi peut-il aborder le congrès de Paris avec sérénité. Mais ce sera son dernier congrès. Il a pu, par un miracle de sa volonté, rester sur la brèche pendant les 3 journées qu'a duré le congrès. Mais rentré chez lui, il s'alite pour ne plus se relever. Trop malade, Pelloutier ne pourra assister au congrès de la CGT qui suit immédiatement celui de la Fédération des bourses. Alors, ce sont les congressistes qui se rendent à Sèvres, drapeau rouge en tête, pour saluer ce citoyen dévoué qui a rendu de si grands services à la Fédération des bourses en particulier et à la classe ouvrière en général. C'est la CGT dans laquelle il n'a jamais voulu rentrer, qui finalement va être profondément marquée par son apport et le faire sien.
je me retrouve dans lui avec Solette, aux anarchistes. Et quand il dit nous sommes les révoltés de toutes les heures, des hommes sans Dieu, sans maître, sans patrie. Nous sommes en outre ceux qui ne le sont pas, des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans Dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif, c'est-à-dire des lois et des dictatures, y compris celles du prolétariat, et les amants passionnés de la culture de soi-même. Et les amants passionnés de la culture de soi-même. Je trouve que ça c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il a marqué, à mon avis, d'une manière indélébile, le mouvement ouvrier français. Et sur le long terme. Sur le court terme, c'est évident, mais sur le long terme. Fernand Pelloutier ne va plus quitter son pavillon des Bruyères de Sèvres. Constamment alité, rongé par la tuberculose, il dicte à son frère Maurice la correspondance de la Fédération des bourses. Enfin, il fait installer son lit dans sa bibliothèque, au milieu des livres si chers à son cœur. C'est là qu'il va s'éteindre au matin du 13 mars 1901, à l'âge de 33 ans. En 1902, la Fédération des bourses et la CGT vont fusionner pour ne plus former qu'une seule organisation. L'ami de jeunesse de Fernand Pelloutier, Aristide Briand, va devenir l'un des hommes politiques les plus en vue de la Troisième République. Il sera 23 fois ministre et 11 fois président du Conseil. En octobre 1910, celui qui avait mené campagne avec Fernand Pelloutier pour la grève générale fera intervenir la troupe contre la grève des cheminots. Quant à Jules Guesde, à l'annonce du décès de Fernand Pelloutier, il se contentera de republier l'article qu'il avait rédigé contre lui et contre la grève générale en 1892. Ce qui ne l'empêchera pas, 2 ans plus tard, de faire adopter cette même thèse par son parti, tant elle avait gagné de partisans dans le mouvement syndical. Et maintenant,